Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de Magic et surtout de Commander multijoueur en mode fun et détendu. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Le deck d'aujourd'hui est un deck très facile à jouer. Il est vraiment prévu pour les débutants et j'espère que vous allez aimer sa mécanique de jeu. Le Commander, c'est le Gitrog, monture vorace. Il sort sur une verte, une noire et trois incolores. C'est une créature de type monture. Ça veut dire qu'il a la capacité d'être scellé. On peut engager une créature dont la force est de 1 ou plus pour le sceller et c'est une 6-5 piétinement célérité. Si jamais il fait des dégâts à un adversaire pendant qu'il a été scellé, on peut sacrifier une créature qu'il a scellée et alors on va piocher X cartes et mettre sur le champ de bataille engagé jusqu'à X cartes de terrain depuis notre main, X étant la force de la créature sacrifiée. C'est parti pour le deck. Puisque pour déclencher notre commandeur, il faut qu'il attaque, il faut même qu'il fasse des dégâts à un adversaire, il est très important de le protéger. On a prévu plusieurs cartes pour ça. Alors on va commencer par Anara Familier Lupite. C'est une créature qui dit que tant que c'est notre tour, les commandants que nous contrôlons ont l'indestructible. Parfait pour attaquer sans risque avec notre commandeur. L'agent des voleurs de l'ombre, et c'est un enchantement qui dit que les commandants que nous contrôlons ont à chaque fois que cette créature attaque un joueur, si aucun adversaire n'a plus de points de vie que ce joueur, on va mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature, ce qui est déjà très bien. Et en plus, elle gagne contact mortel et indestructible. Indestructible, c'est ce qui nous intéresse le plus, bien entendu, mais rappelez-vous, notre commandeur a besoin de faire des dégâts de combat aux joueurs pour que son effet se déclenche. Le contact mortel et le piétinement, ça donne une synergie qui est la suivante. Si vous faites au moins un point de dégâts à une créature bloqueuse, c'est considéré comme un dégât mortel, donc tous les dégâts excédentaires vont pouvoir traverser pour faire des dégâts de piétinement directement au joueur. Autrement dit, si notre commandeur a 7 points d'attaque, pour que le joueur défenseur soit sûr d'en prendre aucun, il faut qu'il bloque avec 7 créatures. S'il bloque avec ne serait-ce que 6 créatures, il y aura forcément un point de plus qui passera en piétinement et donc déclenchera notre commandeur. La plaque de son brassier, quant à elle, va donner l'indestructible tout simplement à la créature équipée. Évidemment, on va l'équiper à notre commandeur. Ces deux autres cartes vont aussi donner l'indestructible à notre commandeur. Le don de destin, c'est une aura qui va en plus lui donner le contact mortel. Et le Behemoth brise-lance, lui, c'est une 5/5 indestructible qui, pour une mana, peut donner à une créature dont la force est de 5 ou plus l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. On a aussi besoin de rendre notre commandeur plus percutant et plus perforant dans les défenses ennemies. L'autorité de l'alpha le rend impossible à bloquer par plus d'une créature et le couvert de la canopée force le fait qu'il ne peut être bloqué que par des créatures qui ont le vol ou la portée. En plus, ces deux enchantements le rendent en gros inciblable par les sorts ou les capacités ennemies, donc ça va nous permettre de le protéger aussi contre les effets qui vont le cibler. Le labyrinthe de Scophos peut nous permettre de retirer le commandant de sa phase d'attaque, mais dans ce cas-là, son effet se déclenchera pas. Ce sera pas la façon optimale d'utiliser ce terrain. Par contre, il peut retirer une créature bloqueuse ciblée du combat, et comme notre commandeur a le piétinement, même si la créature est retirée et qu'il est donc considéré comme étant bloqué, il fera quand même ses dégâts au joueur défenseur. Le masque de Griselbrand va donner le vol et le lien de vie à la créature équipée, et si jamais elle meurt, on peut payer X points de vie, X étant sa force, pour piocher X cartes. On va avoir deux façons de se servir de cet artefact, soit on va l'équiper sur notre commandeur, ce qui va lui donner le vol, donc un moyen d'évasion, et une créature qui a le vol, le piétinement et qui est 6/5, ça sera très efficace, et nous fera gagner en plus pas mal de points de vie chaque fois qu'elle attaque. Mais on peut aussi l'équiper sur la créature qui va en fait monter le commandeur et qui sera donc sacrifié pour pouvoir payer des points de vie et piocher encore plus de cartes pour assurer d'optimiser vraiment l'effet de notre commandeur. La lame noire reforgée, elle, on voudra très certainement à chaque fois l'équiper sur notre commandeur, mais pas toujours. Vous allez le voir avec notre mécanique de jeu, on va piocher énormément de cartes et jouer énormément de terrains. Normalement, si tout va bien, on pose entre 4 et 6 terrains par tour en jeu, donc on va rapidement avoir énormément de terrains. La lame noire reforgée va donc rendre la créature équipée extrêmement puissante. Donc soit on l'équipe sur la créature qu'on va sacrifier et on va piocher donc vraiment 10, 15 cartes peut-être d'un coup grâce à ça, soit on l'équipe sur notre commandeur pour essayer de tuer un adversaire aux dégâts de commandeur. Présence de la mort, comme on va sacrifier quasiment tous les tours des créatures, et vous le verrez, ce seront des créatures qui très souvent auront beaucoup en force. Ça va nous permettre de mettre énormément de marqueurs +1/+1 sur nos créatures. Alors soit on les mettra encore une fois sur notre commandeur, le but étant de tuer le plus vite possible l'adversaire aux dégâts de commandeur, soit sur une autre créature qu'on projette de sacrifier pour piocher encore plus de cartes au tour d'après et remettre ses marqueurs sur une autre créature et ainsi de suite.
Ces 3 enchantements font exactement la même chose. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que nous contrôlons. Évidemment, la plupart du temps, on va décider de mettre ces marqueurs sur notre commandeur pour pouvoir rapidement tuer aux dégâts de commandeur nos adversaires, mais on peut aussi mettre ces marqueurs sur une créature qu'on envisage de sacrifier, afin de vraiment piocher massivement le tour d'après pour pouvoir encore poser plus de terrain en jeu, et être, du coup capable de jouer les cartes les plus chères de notre jeu. Comme on va le voir au chapitre, réservé à ce sujet-là, les créatures qu'on va sacrifier à notre Gitrog ont souvent au minimum 5 en force, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va activer notre commandeur, on va piocher au moins 5 cartes. Plus la carte qu'on pioche en début de tour, ça veut dire qu'on va piocher en moyenne 6 cartes par tour minimum. Et vous allez voir que ça va grandir au fil du temps pour nous finir par faire piocher vraiment des fois 10 cartes par tour. Donc on a besoin de pouvoir garder ces cartes en main et pour ça on a besoin de cartes qui font qu'on n'a plus aucune limite au nombre de cartes dans notre main. Ces 3 cartes sont là pour ça, elles nous permettent d'avoir autant de cartes qu'on le souhaite en main sans s'en préoccuper. Et puisqu'on va beaucoup piocher et normalement avoir beaucoup de cartes dans notre main tout le temps, on va essayer de profiter de ces deux effets. Le journal de Venser, en plus de dire qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans notre main, comme les cartes qu'on a vues au chapitre précédent, il dit aussi qu'au début de notre tour, à l'entretien, on va gagner un point de vie pour chaque carte dans notre main. Comme on aura toujours entre 5 et 10 cartes en main, on va pouvoir gagner entre 5 et 10 points de vie par tour. Notre jeu étant très offensif, on aura peu de moyens de défense. Gagner des points de vie, c'est ce qui nous permettra souvent de survivre suffisamment longtemps pour achever nos adversaires. Le rampeur psychotique, en plus d'avoir une force et une endurance égales au nombre de cartes dans notre main, donc une créature potentiellement très très grosse, il va dire qu'à chaque fois qu'on pioche une carte, chaque adversaire perd un point de vie. Comme on l'a vu, on va piocher entre 5 et 6 cartes par tour, donc on va grignoter entre 5 et 6 points de vie de nos adversaires à chaque tour. C'est vraiment une des cartes qui est une condition de victoire dans notre jeu. Il est extrêmement puissant, ne le sous-estimez surtout pas, et à moins d'y être vraiment contraint, ne le sacrifiez pas pour notre Jitrog ultra vorace. Je le rappelle, la recluse de Monvoli, elle a deux capacités. Une capacité déclenchée qui dit qu'à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte, on va créer un jeton 2/2 vert chat. Alors c'est intéressant parce qu'on pourra utiliser ce jeton pour être sacrifié à notre Gitrog si jamais on trouve des moyens de le rendre un peu plus gros parce qu'une créature qui a que 2 en force, c'est pas très intéressant malgré tout. Et ensuite, pour 6 mana, on peut dire que jusqu'à la fin du tour, toutes les créatures que nous contrôlons ont une force et une endurance de base XX, X étant le nombre de cartes dans notre main. Si on a une dizaine de cartes en main, ça veut dire que toutes nos créatures deviennent des 10-10, et là d'un coup ça devient beaucoup plus intéressant de sacrifier notre petit jeton chat. Il y a en tout 47 terrains dans notre jeu, c'est-à-dire que quasiment une carte sur deux est un terrain. Donc normalement, on va vraiment pouvoir poser beaucoup de terrains tous les tours grâce à notre commandeur. Et quoi qu'il en soit, on est quasiment certain de pouvoir poser un terrain par tour juste de notre main normalement. La cariatide ilysienne est là pour nous donner de la mana. Elle sera surtout très utile en début de partie pour nous permettre de sortir un petit peu plus vite notre commandeur qui coûte quand même 5 mana. Alors ok, il a la célérité, il va pouvoir attaquer tout de suite, mais malgré tout, plus vite il attaque, plus vite il enclenche la machine, mieux ce sera pour nous. La traversée des terres extérieures est un rituel qui va nous permettre de mettre jusqu'à X cartes de terrain de base depuis notre bibliothèque directement en jeu, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que nous contrôlons. C'est-à-dire que même si au pire des cas, on n'avait que notre commandeur, on va chercher 6 terrains de base et on les met en jeu engagés. C'est extrêmement puissant. Ensuite, le don primitif, c'est un enchantement qui coûte 6 mana et qui dit qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort de créature, on va pouvoir créer un jeton de créature 3/3 verte bête. Alors il y aura beaucoup mieux à sacrifier dans notre jeu, mais au pire, c'est toujours ça de prix. Ça, on pioche quand même 3 cartes et on peut poser jusqu'à 3 terrains de notre main si on sacrifie ce jeton. À chaque fois qu'on va lancer un sort non créature, on pourra mettre 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que l'on contrôle, soit sur notre commandeur pour frapper le plus possible et avoir plus de chances de faire des dégâts à l'adversaire et donc de déclencher son effet, soit sur, par exemple, un jeton 3/3 pour sacrifier une 6/6 et donc piocher 6 cartes et pouvoir poser jusqu'à 6 terrains. Et enfin, à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, on va gagner 3 points de vie. Comme on va poser en moyenne 3, 4, 5 terrains par tour, ça veut dire que potentiellement, on va gagner en moyenne 12 points de vie par tour grâce à cet enchantement. C'est extrêmement puissant dans notre plan de jeu, évidemment. Ces deux cartes sont des atouts majeurs dans notre plan de jeu. Elles sont vraiment
très très puissantes et vont avoir un effet très impactant sur notre jeu. En fait, notre commandeur va nous faire piocher énormément de cartes et nous faire poser énormément de terrain au moment où on est en phase de combat, sauf que ces terrains arriveront en jeu engagés, ce qui veut dire qu'à notre deuxième phase principale, il nous restera pas forcément beaucoup de mana pour jouer toutes les cartes qu'on aura piochées. Le moteur laboureur et la spéléologie sont deux cartes qui disent que tous les terrains qui vont arriver en jeu vont être dégagés, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir, profiter de tous ces terrains qui arrivent en jeu dégagés pour jouer une ou plusieurs des cartes qu'on aura piochées grâce à notre commandeur. Notre but, c'est de jouer des créatures qui, en général, valent pas beaucoup de mana et ont beaucoup de force. La plupart du temps, elles ont soit un défaut, soit peu d'endurance, mais on s'en fiche, elles sont là pour être sacrifiées et nous faire piocher le maximum de cartes possible. Étudions une des mécaniques qu'on va utiliser dans ces cas-là. Cet enchantement saga illustre parfaitement l'idée. L'étape 1, on va aller chercher dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base qu'on va révéler et mettre dans notre main. Et c'est très intéressant parce que comme notre commandeur nous permet de poser beaucoup de terrain, on va pouvoir les poser normalement si ça se passe bien. Ensuite, on peut mettre jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis notre cimetière au-dessus de notre bibliothèque. Ça, c'est l'étape 2. Bon, celle-ci, elle nous servira globalement à rien. On n'a pas de terrain à sacrifier, nous, dans notre jeu. Et le troisième, on va pouvoir exiler la saga et la renvoyer en jeu. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on obtient une créature qui a une force égale au nombre de terrains que l'on contrôle. On aura énormément de terrains très rapidement. On peut avoir, mettons, 10 terrains au moment où cette carte se retourne. Ça veut dire que si on la sacrifie, on pioche 10 cartes et on peut poser 10 terrains de plus en jeu, à condition de les avoir bien sûr, mais on va sur 10 cartes qu'on pioche, on va piocher entre 4 et 5 terrains, donc on va pouvoir poser 4 à 5 terrains de plus. Toutes les créatures qui ont une mécanique basée sur une force qui est indexée au nombre de terrains qu'on contrôle sont des magnifiques créatures à sacrifier. On en a donc mis un certain nombre dans notre jeu, comme vous allez le voir. Alors on va commencer par ces deux-là qui sont malheureusement pas les plus intéressantes parce qu'elles ne vont pas avoir une force équivalente au nombre de terrains qu'on contrôle, mais uniquement soit au nombre de forêts, soit au nombre de marais. Néanmoins, on aura très rapidement au moins 4 ou 5 de chaque en jeu, et donc pouvoir les sacrifier pour piocher 5 cartes et mettre jusqu'à 5 terrains en jeu, ça reste quand même très rentable pour une carte qui à la base valait seulement 3 ou 4 mana. Pour finir sur ces thématiques de cartes dont la force et l'endurance sont égales au nombre de terrains qu'on contrôle, il y a encore ces deux créatures. Le géant de tige de haricot, en début de partie, si on a besoin d'accélérer notre plan de jeu pour sortir plus vite notre commandeur, on peut le jouer en tant qu'aventure, aller chercher une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé. Le vieil homme sol, quant à lui, si on est en fin de partie et qu'on n'a plus vraiment besoin de le sacrifier pour piocher des cartes, on va pouvoir l'utiliser de façon agressive puisqu'il nous permet de sacrifier d'autres créatures ou des jetons pour éliminer ou affaiblir en tout cas des créatures adverses. Ensuite, il nous faut quand même des cartes qu'on peut sacrifier en début de partie quand on n'a pas encore beaucoup de terrain, comme par exemple le Rakshaksa de malédiction de putréfaction ou Kalaction tirant de la faim. Ces deux créatures qui valent seulement respectivement 2 et 3 mana ont respectivement 5 et 7 de force. Alors en dehors de ça, elles servent à rien, mais on s'en fiche, elles ne sont là que comme chair à canon pour notre commandeur. Notre commandeur attaque, on les engage pour le chevaucher, on la sacrifie, et dans un cas on pioche 5 cartes et on peut jouer jusqu'à 5 terrains de notre main, et dans l'autre cas, on pioche 7 cartes et on peut poser jusqu'à 7 terrains de notre main. C'est vraiment très très fort. Et pour finir dans la gamme des créatures qui ont une force démesurée, les deux Yargles sont des exemples parfaits. Le premier a 9 en force pour 5 mana et le deuxième a 18 en force pour 6 mana. Imaginez que vous piochez 18 cartes pour 6 mana, il n'y a pas beaucoup d'effets dans Magic qui permettent de faire un truc aussi rentable. Le Phyto-Titan est excellent, c'est une créature qui a 7 en force, alors il coûte 6 mana, c'est un peu cher, mais c'est pas très grave dans notre jeu, on l'a vu, on va avoir beaucoup de mana très très vite. À chaque fois qu'il meurt, on va pouvoir le renvoyer sur le champ de bataille engagé sous notre contrôle au début de notre prochaine phase d'entretien. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il arrive engagé, donc il ne peut du coup pas monter le J-Trog pour être de nouveau sacrifié, donc on pourra ne le sacrifier qu'un tour sur deux, mais avoir une créature qui a 7 en force qu'on peut sacrifier un tour sur deux, et une fois que c'est lancé, c'est pour 0 mana comme ça un tour sur deux, c'est quand même très très intéressant dans notre plan de jeu. La cuve de mimétisme, à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, pas forcément une des nôtres d'ailleurs, ça peut être une créature d'un adversaire, on va pouvoir exiler cette créature si on le souhaite. Si on le fait, toutes les autres cartes qu'on avait éventuellement exilées avec la cuve de mimétisme auparavant retournent dans les cimetières de leur propriétaire. Pour 3 mana incolore, on peut engager la cuve de mimétisme pour créer un jeton qui est une copie d'une carte exilée par la cuve de mimétisme. Ce jeton acquiert la célérité et on l'exile au début de la prochaine étape de fin, mais étant donné que le jeton sera de toute façon mangé par le Gitrog, c'est pas très intéressant sa dernière étape. Imaginez si on copie un des Yargles précédents, c'est une dinguerie.
Et on va finir ce chapitre avec une carte qui n'est pas une créature à sacrifier, mais qui est une carte qui va améliorer les créatures que l'on sacrifie. L'étranger hardi, il dit qu'à chaque fois que notre commandant va attaquer, une autre créature que nous contrôlons va gagner plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de cette créature. Ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter notre commandeur à 6 en force, donc on va pouvoir ajouter 6 points de force à une autre créature, et cette créature n'a pas besoin d'être attaquante. Donc par exemple, on peut dire qu'un chat qui aurait été posé grâce à Jolrael va devenir une 8-8, ou que la cariatide ilyséenne, qui ne nous servira plus à rien en fin de partie, devient une 7-7 qu'on va pouvoir sacrifier pour piocher cette carte. Mais ça veut aussi dire que même les créatures très puissantes qu'on a vocation à sacrifier vont devenir encore puissantes pour nous faire piocher encore plus de cartes. Si on imagine qu'on sacrifie par exemple Calaxion, qui a 7 en force à la base, il obtient donc 13 de force, on pioche 13 cartes. C'est vraiment extraordinairement puissant. Cet enchantement va vraiment nous accélérer énormément notre plan. Une des capacités de notre deck à tuer va être bien sûr les dégâts de commandeur, mais c'est loin d'être la seule comme on va le voir dans ce chapitre. On va commencer par le Vengeur de Zendikar qui à lui tout seul est une condition de victoire potentielle. Quand il arrive en jeu, on va créer un jeton 0-1 verte plante pour chaque terrain que nous contrôlons. En général, quand il va arriver en jeu, on aura une dizaine de terrains minimum sur le champ de bataille, ce qui veut dire qu'on va créer une dizaine de jetons de créatures plantes. Ensuite, à chaque fois qu'un terrain va arriver en jeu, sachant comme on l'a vu qu'on va en mettre à peu près 5 à 6 par tour, on va mettre autant de marqueurs plus un sur chaque plante que nous contrôlons. Ce qui veut dire que on joue le Vengeur de Zendikar, on attaque avec notre commandeur et on sacrifie une belle bestiole, et on se retrouve avec une dizaine de créatures qui sont toutes potentiellement 5-6, voire même 6-7 dès le début. Et au tour d'après, elles vont encore augmenter quand elles vont commencer à attaquer. Donc, on a bien compris, c'est à tout seul, c'est une condition de victoire. Le trône draconique de Tarkir. Déjà, tout seul, c'est un artefact qui est extrêmement violent, puisqu'il dit que la créature équipée, quand on va l'engager, va donner plus X piétinement à toutes nos créatures, X étant la force de la créature. Mais comme on aura vraiment beaucoup de mana, si on a assez de créatures pour l'utiliser plusieurs fois, ça va donner des effets terribles. Imaginons avec le Vengeur de Zendikar, on l'équipe, on l'engage, on donne plus 5 piétinement à toutes nos créatures. Ensuite, pour 3 mana, on l'équipe sur une plante, qui donc du coup est devenue au minimum 10-10, on va dire. Et pour 2 mana de plus, on engage cette plante pour donner à nouveau plus 10 piétinement à toutes nos créatures. Ce qui veut dire que toutes nos autres plantes sont potentiellement plus 15 piétinement. C'est incroyable les choses qu'on peut faire avec cette carte. Molimo, le maraud sorcier, est une créature qui a autant de force et d'endurance que le nombre de terrains qu'on contrôle. Alors on a déjà vu qu'on a un certain nombre de créatures qui ont cette capacité dans notre jeu, sauf que lui il est pas là pour être sacrifié. Pourquoi? Parce que lui il a le piétinement. Lui il est là pour, en fin de partie, quand on a 15, 20, 25 terrains en jeu, être capable de tuer un joueur ou d'achever un joueur très facilement. Je vous laisse imaginer ce que ça donne si on équipe sur lui le trône draconique de Tarkir qu'on vient de voir il y a quelques secondes. Ensuite, nous avons ce magnifique enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, on va créer un jeton de créature 2-2 robot artefact. Si on pose 5 à 6 terrains par tour, ça veut dire qu'on crée potentiellement tous les tours 5 à 6 jetons de créature 2-2. C'est vraiment incroyablement violent. En très peu de tours, on peut avoir une armée colossale capable de défoncer nos adversaires. Alors, le touche-terre, c'est très fort dans notre jeu, vu qu'on va jouer beaucoup de terrain. Obnixis le déchu, à chaque fois qu'un terrain va arriver en jeu sous notre contrôle, va faire 3 points de dégâts à un adversaire, enfin, va lui faire perdre 3 points de vie pour être plus précis, et il va gagner +3/+3. En un tour moyen où on met 5 terrains en jeu, il fait perdre 15 points de vie à un joueur et il prend +15/+15. L'hydre d'Oran Reef, à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, on va lui mettre un marqueur +1/+1, et un marqueur +1/+1 supplémentaire si ce terrain est une forêt. Donc si on a 5 terrains qui arrivent en jeu, dont 2 forêts, au total, elle prend 7 marqueurs +1/+1, on obtient une 12-12 pétinement en un seul tour de jeu. Et encore 2 créatures avec un effet de touche-terre très puissant. Les ballottes déchaînées vont créer un jeton 4/4 verte bête à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu. On peut potentiellement en poser 5 dans un tour, c'est extrêmement violent. Et en plus, au pire, si on n'a rien d'autre à sacrifier, on peut sacrifier ses jetons pour piocher 4 cartes et pouvoir mettre jusqu'à 4 terrains de notre main directement en jeu. Ça reste extrêmement intéressant. Le félin a Ergo Faucheur territorial, il est à le piétinement et il gagne un marqueur +1/+1 à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu. En 2-3 tours, il peut facilement être 10-10, voire 12-12, voire 15-15. C'est une très grosse bestiole très rapidement. L'enchantement repli vers Agra est extrêmement intéressant dans notre plan de jeu parce qu'on va vraiment utiliser ces deux capacités. Le premier terrain qu'on jouera de notre main tout à fait normalement en début de tour va donner +1/+0 contact mortel à notre commandeur pour être sûr qu'il traverse les défenses et
que du coup on peut déclencher son effet. Et ensuite, à chaque fois qu'on va mettre des terrains en jeu grâce à sa capacité, on va utiliser le deuxième effet du repli vers Agra et faire en sorte que chaque adversaire perde un point de vie et qu'on gagne un point de vie. Potentiellement, avec cet enchantement, on va être capable de faire entre 4 et 5 points de dégâts à chaque adversaire chaque tour pour gagner, nous, 4 à 5 points de vie chaque tour. Puisqu'on va passer notre temps à sacrifier nos créatures, certaines d'entre elles, on aura peut-être envie de les ramener en jeu pour les resacrifier plutôt que d'en jouer d'autres de notre main. Le voyage de l'éternité va nous être utile de ce côté-là. Pour une noire, une verte et une incolore, on va enchanter une créature que l'on contrôle, qui va bien sûr être immédiatement sacrifiée à notre commandeur de toute façon. Et dès que l'enchantement va aller au cimetière, on va tout de suite renvoyer la créature qui était enchantée sur le champ de bataille et en plus retourner donc transformer en fait le voyage vers l'éternité qui devient un terrain légendaire et pour une verte, une noire et 3 incolores, on peut engager ce terrain légendaire pour envoyer une carte de créature ciblée de notre cimetière sur le champ de bataille. Petite note au passage, notre commandeur va peut-être assez souvent se faire gérer par nos adversaires, parce que c'est une très très grosse menace. Une fois qu'on a ce terrain en jeu, il sera peut-être intéressant de laisser notre commandeur aller au cimetière plutôt que de le remettre dans sa zone de commandement, et du coup pouvoir le rejouer pour simplement une noire, une verte et 3 incolores, plutôt que son coût complet plus toutes les taxes de commandeur qu'on pourrait avoir ajoutées sur lui. La genèse, alors pour que ça marche, il faut qu'elle soit au cimetière, mais ça tombe bien, nous on pourra la sacrifier avec notre commandeur pour l'allier envoyé. Alors c'est une 4-4 pour 5, donc ça veut dire que pour 5 mana, on piochera que 4 cartes. C'est pas extraordinaire, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire, mais une fois qu'elle est au cimetière, c'est très fort, puisque tant qu'elle est dans notre cimetière pour une verte et 2 incolores, on peut renvoyer une créature ciblée depuis notre cimetière directement dans notre main, et on ne peut faire ça que pendant notre phase d'entretien. Ensuite, nous avons le rampe glaneur, c'est un nom un peu bizarre. Lui, c'est une 6-6 piétinement pour 6 qui dit qu'à la fin du tour, on va renvoyer dans notre main toutes les cartes de créatures qui sont allées dans notre cimetière ce tour-ci, depuis le champ de bataille. Donc à chaque fois qu'on va sacrifier une créature, à la fin du tour, on la récupère en main. Et si jamais notre commandeur venait à mourir et que le rampe glaneur est toujours en jeu, au lieu de le mettre dans la zone de commandement, on peut le mettre au cimetière pour le récupérer dans notre main à la fin du tour. Nous avons relativement peu de sorts de gestion dans notre deck, mais rappelons-nous que comme on va piocher énormément de cartes, on a plus de chances de pouvoir les récupérer. Rappelez-vous que ces cartes doivent être utilisées vraiment uniquement pour jouer, gérer des cartes qui nous empêchent de gagner ou qui pourraient vraiment nous faire perdre de façon imminente. Préservez ces cartes au maximum dans votre main pour les jouer vraiment au moment le plus important. Ne gérez pas juste une carte parce qu'elle a l'air forte ou impressionnante si elle n'est pas une menace immédiate pour vous. Le brouillard est vraiment un sort qui peut retourner complètement une partie. Gardez-le pour le moment où un adversaire va faire une attaque massive en pensant vous achever grâce à cette attaque. Vous jouez cette carte, vous survivez et comme en général il sera complètement sans défense, vous le finissez à votre tour. Le Caco démon de l'effroi, c'est une créature qui coûte extrêmement cher, 10 mana, c'est un 8-8 et puis une fois qu'il sera en jeu, on pourra toujours le sacrifier parce qu'il servira plus à rien, mais quand il arrive sur le champ de bataille, si nous l'avons lancé depuis notre main, on peut détruire toutes les créatures que nos adversaires contrôlent et engager toutes les autres créatures que nous contrôlons. Ce sera très souvent le tour d'après une condition de victoire pour nous, surtout que nous avons quelques petits moyens de pouvoir éventuellement le ramener dans notre main pour le rejouer et donc pouvoir détruire toutes les créatures adverses de façon récurrente. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est un deck qui a vocation à être pris en main par des débutants. Les mécaniques de ce jeu sont très faciles à maîtriser, ce qui n'empêche pas d'ailleurs le deck d'être extrêmement agressif et efficace, croyez-moi. Un débutant s'amusera beaucoup avec parce qu'il est très explosif. Alors ok, il peut être géré relativement facilement par des jeux bien construits, mais en mode débutant, c'est vraiment un jeu très puissant et très souvent très efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire, à partager. Ça fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos et votre soutien est très important pour moi. Je m'appelle Sir Galad. Il est temps pour moi de me dégager et de vous souhaiter à tous de très très bonnes parties.